Eh bien, tout d'abord, je voudrais souligner que je pense que les discussions à Riyad entre les délégations américaines et russes se sont en fait assez bien déroulées. Je pense que les deux parties entrent dans les détails de la normalisation des relations. Donc je ne pense pas qu'il y ait nécessairement un obstacle à Riyad à la table des négociations. Les obstacles sont ailleurs. Le plus grand obstacle, bien sûr, est M. Zelensky et son gouvernement, qui est franchement jugé à la fois peu fiable, dans tous les cas, et irrévocablement opposé à tout accord qui ne rétablirait pas le statu quo ante, ce qui n'arrivera pas. Donc je pense que c'est un problème. L'autre problème est qu'il y a encore des gens aux États-Unis qui insistent pour voir la Russie comme une sorte d'adversaire de type soviétique. Les mythologies habituelles sur la Russie, les aspirations de M. Poutine à gouverner toute l'Europe, et tout ce genre de choses sont toujours présentes. Cela rend la tâche très difficile pour le président. Je pense que dans une certaine mesure, le président a besoin d'une campagne de relations publiques pour attaquer toutes ces déclarations frauduleuses et ces obsessions mythologiques avec Poutine, etc. Maintenant, le côté ukrainien est un problème sérieux. Et bien sûr, comme vous le savez, ils sont certainement renforcés par Londres et Paris, et dans une moindre mesure, par Berlin. Je ne vois rien de bon se produire tant que M. Zelensky est là. Et c'est pourquoi je pense que nous entendons maintenant des rumeurs sur un gouvernement intérimaire en Ukraine, quelque chose avec lequel nous et les Russes pouvons travailler. Mais si Donald Trump revient à la raison et vous appelle aujourd'hui pour demander conseil, que recommanderiez-vous comme solution pour mettre fin à cette horrible guerre? Je pense qu'il devrait y avoir un effort concerté pour mettre en place un gouvernement intérimaire, avec un calendrier pour que soit les Nations Unies, soit l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe interviennent pour superviser et surveiller les élections en Ukraine occidentale, dans les zones qui sont actuellement ukrainiennes. Cela doit se produire. Nous devons réaliser que Zelensky, ses attitudes, son comportement, ces violations répétées, même du plus récent accord de cessez-le-feu concernant uniquement les infrastructures énergétiques, rendent extrêmement difficile pour les Russes de le prendre au sérieux. Je ne vois tout simplement aucune possibilité que cela se produise. Maintenant, je ne sais pas si tout cela est faisable à ce stade. Je ne sais pas ce qui se passe dans notre département d'État américain. Je ne sais pas à quoi ressemblent les conversations privées dans le bureau ovale. Je sais simplement que si vous laissiez cela aux gens de Riyad, aux Russes et aux Américains, je pense que vous arriveriez rapidement à une solution raisonnable. Malheureusement, cela ne dépend pas d'eux. Il y a beaucoup plus d'acteurs impliqués. Oui, donc, l'interview entre Witkoff et Tucker Carlson, il semble qu'il y ait plus ou moins une compréhension commune maintenant, du moins sur les questions clés entre les Américains et les Russes. Je voulais cependant vous interroger sur les propositions jusqu'à présent. Eh bien, d'abord, bien sûr, le cessez-le-feu qui a été proposé, enfin, médiatisé entre les États-Unis et l'Ukraine, qui était juste un cessez-le-feu sans conditions claires ou compréhension de ce qui se passera pendant ou après le cessez-le-feu. Mais aussi, le plus récent, eh bien, je ne suis pas sûr si nous pouvons l'appeler réussi, l'accord pour mettre fin aux frappes sur les infrastructures énergétiques et aussi pour avoir une navigation pacifique à travers la mer Noire pour les navires commerciaux. Mais bien sûr, une partie de cela a déjà été violée. Donc je ne suis pas sûr si je réponds à ma propre question ici. Quel était le point principal de ces accords et quel est le problème pour les maintenir? Eh bien, je pense que le président Trump s'attendait à ce que le président Zelensky respecte sa part du marché. Zelensky ne montre aucune preuve
de le faire. En ce qui concerne l'infrastructure énergétique, quelques heures après l'accord, Zelensky a lancé des attaques sur l'infrastructure énergétique en Russie. Maintenant, vous pouvez tirer quelques conclusions différentes. Vous pouvez supposer que Zelensky n'était de toute façon pas vraiment intéressé et qu'il voulait peut-être le saboter. Vous pourriez également conclure qu'il ne contrôle pas ses propres forces armées et qu'il y a des personnes opérant maintenant au-delà de son contrôle. C'est aussi une possibilité. Vous savez, il y a aussi une préoccupation concernant la centrale nucléaire de Zaporizhia. C'est la plus grande, et les Russes en particulier, mais aussi nous, avons été préoccupés par les tentatives ukrainiennes de la détruire ou de l'endommager, provoquant une crise énergétique majeure. Et bien sûr, le problème de la radiation et de la radioactivité et de l'empoisonnement de l'environnement, ces choses sont toujours en arrière-plan. Je ne connais tout simplement pas les détails. Je ne pense pas qu'aucun d'entre nous ne le sache à ce stade. Donc je ne dirais pas que tout est dans une impasse. Je pense que les Russes et les Américains ont découvert un terrain d'entente sur lequel ils peuvent construire. Cela, je pense, est assez clair. Le problème est finalement l'Ukraine. Et vous savez ce qui est intéressant ici, c'est que si vous êtes assis au Kremlin, vous êtes le président Poutine ou Sergei Lavrov, votre attente est que nous allons maîtriser Zelensky, que quelqu'un à Washington dirait, vraisemblablement le président, c'est tout, soit vous vous alignez, soit vous êtes dehors. Et je pense qu'ils s'attendent à ce que le président puisse le destituer. Maintenant, franchement, je ne vois pas pourquoi il ne pourrait pas le faire s'il choisissait de le faire. Mais jusqu'à présent, il n'y a pas eu de volonté d'emprunter cette voie. Et je pense que c'est le point de blocage. Maintenant, l'autre chose, avant de laisser cela aux Britanniques et aux Français, j'ai lu la presse allemande et dans une moindre mesure, la presse polonaise. Mais ce que l'on comprend de l'Allemagne, c'est cette prise de conscience que si les Britanniques et les Français déplaçaient effectivement des forces vers l'Est en Ukraine, ce qui serait phénoménalement stupide à mon avis, mais s'ils le faisaient, alors l'Allemagne aurait des centaines de milliers de troupes étrangères traversant leur pays. Et évidemment les points forts logistiques, ou les concentrations, les chemins de fer, les lignes ferroviaires, toutes ces choses traversant l'Allemagne vers l'Europe centrale et orientale et vers la Pologne deviendraient des cibles lucratives pour les Russes. Donc je pense que les Allemands commencent à accepter la réalité que ce n'est pas quelque chose dont ils veulent faire partie. Leur gouvernement est lent à comprendre ce genre de choses. Mais je pense que la population en Allemagne le comprend. Et si vous regardez les données de sondage les plus récentes de Pologne, il est assez clair que la population polonaise s'est retournée contre cette guerre en Ukraine, du moins dans la mesure où elle implique la participation polonaise. Et je pense qu'à Washington, il y a cette sorte de personnalité schizophrène qui pense que nous devrions sortir, quitter l'OTAN. C'est un désastre. Nous ne voulons pas en faire partie. Contre, oh non, non. Nous faisons toujours partie de l'OTAN. Et s'ils y vont, nous ne pouvons pas simplement les abandonner. Je suis d'avis que si les Britanniques et les Français sont assez imprudents pour entreprendre une quelconque intervention en Ukraine occidentale, alors nous devrions absolument les abandonner. Et nous devrions clairement indiquer que nous ne le soutiendrons pas. La raison pour laquelle je dis cela est que si vous nous retirez de l'équation, Glenn, il n'y a pas de commandement, de contrôle, de communication, d'ordinateur, d'intelligence, de surveillance, de reconnaissance qui permet effectivement de commander des forces à travers le théâtre européen. Tout cela réside chez nous, aux États-Unis. Et quand j'étais affecté au quartier général suprême des puissances alliées en Europe, j'ai travaillé sur un plan avant de partir qui permettrait aux Européens de mettre en place ce que je viens de décrire. Une capacité de commandement et de contrôle
un quartier général avec tous les réseaux satellites de soutien et tout le reste. Et il m'a été très clairement dit, avant de partir à l'époque, par les Allemands, les Britanniques, les Français et d'autres. Écoutez, nous pensons que vous avez raison, c'est la bonne chose à faire, mais aucun de nos politiciens n'investira un centime pour le faire. Et j'ai dit, eh bien, si c'est le cas, à un moment donné, les Américains partiront, et alors vous n'aurez rien. Et je pense que c'est ce que les Européens savent. Si nous nous retirons, il n'y a rien là-bas. Il faut tout construire à partir de zéro. It has to be built up from scratch.